Baie-Saint-Paul a tenu son dernier conseil de ville lors de la séance ordinaire du 15 octobre 2024. Plusieurs sujets ont été abordés lors de ce conseil en ce qui concerne par exemple l'immobilier, les sports, également les inondations. Suite au conseil de ville, nous nous sommes entretenus avec le maire Michael Pilote qui a témoigné de l'importance du développement mais également de la réglementation quant aux projets en immobilier sur le territoire municipal. En voici un extrait. L'ancien motel chez Georges, qui est à l'entrée de la ville de Baie-Saint-Paul, un bâtiment qui est tout de même assez vétuste, qui n'est pas très chic pour l'entrée de la ville. Et le propriétaire du site a décidé de faire du logement. C'est clair qu'on manque de logement à Baie-Saint-Paul, donc on accueille à bras ouverts cette suggestion-là. Il y a eu des analyses par le comité consultatif d'urbanisme qui recommandait d'adopter le projet. On l'a adopté, c'est conditionnellement à deux conditions, en fait, que ce soit sécuritaire au niveau de l'entrée et de la sortie. Donc ça, le ministère des Transports et de la Mobilité durable devra donner son aval. Et comme on est partiellement en zone de mouvement de sol sur le terrain, donc il y aura des études de sol qui auront cours au cours des prochaines semaines pour valider le tout. Il y a des critères, notamment le nombre de logements par bâtiment. Oui, c'est un projet qui, si vient à terme, on parle de 50 logements maximum, mais ce sera en différents petits bâtiments où chaque bâtiment ne pourra comporter plus de 14 logements par bâtiment. Vous avez parlé aussi dans le logement du quartier des Moissons ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Mais le quartier des Moissons, c'est un projet qui est quand même assez important pour Baie-Saint-Paul. On parle de 200 millions d'investissements à terme par le promoteur, par les entreprises privées. Ce qu'on est venu faire ce soir, c'est de permettre l'établissement en fait de bâtiments de 3 étages pour le centre du quartier des Moissons. Ceux et celles qui sont situés, qui habitent présentement la rue Georges-Édouard Tremblay, il n'y a pas de crainte à avoir. Ce n'est pas la rue qui est directement derrière chez eux. Pour ce qui est derrière cette rue nommée, c'est les mêmes critères qu'eux ont dans le quartier Ménard. Donc, pour le développement des Moissons, 3 étages maximum au centre du domaine. Pour l'affichage, c'est les mêmes critères également que les autres commerçants sur la 138. Je le dis souvent, ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Donc, on garde les mêmes critères à ce niveau-là. Et pour la question des stationnements, pour ce qui est de 10 logements et plus, on permet jusqu'à un stationnement par unité de logement. Et pour le 10 logements et moins, on y va jusqu'à 1,5 stationnement par unité de logement. Donc, c'est vraiment ce qu'on est venu faire ce soir au conseil municipal. Est-ce que c'était des préoccupations qui avaient été soulevées préalablement par rapport à la hauteur des bâtiments, le nombre de stationnements? Bien, c'est quand même des choses qu'on fait. On essaie quand même d'être en une certaine équité vers les autres projets de Baie-Saint-Paul. Et on sait que c'est quand même un projet qui est vaste. On essaie aussi que les logements soient à moindre coût possible. Donc, on essaie de mettre de l'eau dans notre vin, comme on dit, à ce niveau-là. Mais c'est un projet qu'on travaille en partenariat avec le promoteur à ce niveau-là. Michael Pilote a également apporté quelques précisions quant au programme de résilience et d'adaptation face aux inondations. On a aussi parlé du programme de résilience et d'adaptation face aux inondations ce soir. C'est un point qui a été passé assez rapidement. Moi-même, je n'ai pas trop compris en quoi ça consiste, le point 16 et 17 de voirie et hygiène du milieu. Ça, c'est des signatures de convention d'aide. C'est déjà des points qui avaient déjà été passés dans d'autres séances qui permettent de faire les études sur les rivières du Gouffre, sur la rivière des Mares et sur la rivière du Bras-du-Nord-Ouest. C'est des études qui ont lieu au moment où on se parle. Il y en aura d'autres dans les prochaines semaines, mais c'est pour qu'on puisse signer la convention avec le ministère des Affaires municipales. Est-ce qu'on va connaître bientôt les résultats des études qui ont été annoncées? Ça va arriver au compte-gouttes. Il y a plusieurs études, mais les premières études, je devrais avoir très prochainement les rapports qui nous seront présentés. Évidemment, on va prendre connaissance au préalable, nous, au niveau de la ville, et par la suite, il y aura communication, évidemment, sur la place publique des différentes études. Le maire a également rappelé le support apporté par la ville dans le domaine sportif à Baie-Saint-Paul. Ce soir, on a donné, entre autres, une aide financière de 300 $ au Club des Impulsifs de Charlevoix, donc une équipe de volleyball féminine qui regroupe des jeunes de Baie-Saint-Paul et de la Malbaie, donc qui vont se rendre au championnat du monde en Autriche. C'est important pour nous de leur donner une aide financière. On a donné un 300 $ également à l'équipe féminine des As de Baie-Saint-Paul, 14 ans, donc qui sont en nomination pour le gala du Fonds régional d'infrastructure de loisirs qui se déroulera le 7 novembre prochain au manoir Richelieu à la Malbaie. C'est des jeunes filles de 14 ans qui ont fini première dans la saison régulière au niveau du soccer l'été dernier,
qui ont également là, obtenu la médaille d'or lors des séries éliminatoires. Il y avait 2 joueuses de leur équipe qui étaient les premières compteuses là, de la Ligue régionale, donc c'est quand même intéressant. Ils sont en nomination au gala et nous, on offre 2 billets là, pour qu'ils puissent participer à ce gala qui est quand même important. Donc, et en même temps, on va de l'avant là, pour justement la pratique du pickleball à Baie-Saint-Paul, autant à l'intérieur là, cet hiver, et on va travailler pour que ça puisse être pratiqué à l'extérieur là, sur les terrains de Saint-Aubin dès l'été 2025. La prochaine séance du Conseil de ville de Baie-Saint-Paul se tiendra le lundi 11 octobre 2024 à l'Hôtel de Ville. La question de l'aménagement du territoire est de plus en plus d'actualité. Les projets dans la région se multiplient et pour en parler, j'accueille le maire de Saint-Hilarion, mais surtout aujourd'hui, le préfet de la MRC de Charlevoix, Patrick Lavoie. Patrick, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de TVCO. Ça fait plaisir. Ma première question, c'est à la MRC de Charlevoix, quel est votre mandat en matière d'aménagement du territoire? Parlons de ça en premier. Qu'est-ce que la MRC peut faire dans l'aménagement du territoire? Oui. Bien, premièrement, il y a la production le schéma d'aménagement du territoire, qui est le fruit d'une réflexion. Un aménagement durable du territoire en fonction, dans lesquels on prend en compte les facteurs socio-économiques, du tourisme, de tout ça. Donc, pour donner les grandes orientations du développement durable du territoire. Quelle est votre responsabilité ou quels sont vos pouvoirs par rapport à ça? Est-ce que vous pouvez imposer des moratoires? Est-ce que vous pouvez vous opposer à des projets? Comment la MRC peut une fois que le plan d'aménagement est adopté, oui. C'est quoi vos pouvoirs de le faire appliquer? On peut le dire comme ça? Bien, nos pouvoirs, premièrement, c'est sûr que pour tout ce qui relève de la réglementation municipale, nécessairement, ça va influencer les règlements qui vont être adoptés dans les municipalités. Qui doivent être conformes au règlement régional. Au règlement régional. Pour la MRC, bien, on l'a vu, nos pouvoirs sont... on a des pouvoirs dans le schéma d'aménagement. On l'a vu, le RCI, le règlement de contrôle intérimaire qu'on a adopté pour les zones forestières. Ouais. Donc, au moment du fameux géoparc. Là, exactement, le Géolagon qui nous a amené une réflexion à savoir pour Charlevoix, la MRC de Charlevoix, qu'est-ce qu'on veut sur notre territoire, parce qu'elle a amené des enjeux, des débats, l'acceptabilité sociale, tout ça. Donc, il y a eu... c'est un exemple là, de pouvoir qu'on a de geler un peu, si on veut, les projets pour permettre une réflexion. Maintenant, on l'a bien vu dans le cas du Géolagon, là, vous avez des pouvoirs qui vous permettent d'intervenir, mais il y a aussi beaucoup d'autres dossiers là, qui s'en viennent, puis j'aimerais qu'on fasse le tour ensemble, parce que, comme je l'ai dit en intro, là, la question de l'aménagement du territoire revient à l'avant-plan assez régulièrement dans la région. On a une série de dossiers. J'aimerais d'abord qu'on parle du fameux dossier de l'exploration minière, là, le Foothill, que l'on veut faire au bas du mont du Lac-des-Cygnes. On apprend que le ministère de la Faune a permis de faire d'abord des premières analyses de sol qui vont se dérouler après la période de chasse. Qu'est-ce que prévoit le plan d'aménagement dans ce territoire-là au niveau de la MRC? Puis est-ce que vous avez une position d'établi face au possible développement minier qui pourrait se faire là? Oui, bien, au niveau justement, si on fait un lien avec le schéma d'aménagement, il y a déjà eu une réflexion qui a été faite sur le TNO, lac Picoba. Il y a ce qu'on appelle les TIAM, les territoires incompatibles aux activités minières. Donc, il y a déjà des secteurs qui ont été ciblés. Donc, où il y a une impossibilité d'avoir des activités minières. Est-ce que c'est le cas du projet Foothill? Non, le projet Foothill, eux autres, dans le fond, tous les claims qui sont reliés à ce secteur-là ne font pas partie des TIAM. Donc, c'est autorisé, c'est permis au sens de la MRC, du schéma d'aménagement. Dans le schéma d'aménagement de la MRC, c'est permis. Nous, la MRC, notre position, quand on a vu ça arriver, c'est certain qu'on a... la première des choses, il y a le décret présentement du caribou. Donc, on avait un double discours qu'on voyait, nous autres, au niveau de la MRC. Là. Premièrement, c'est le ministère des Ressources naturelles. Veut protéger le caribou. Veut protéger le caribou, le ministère de l'Environnement. Bon, les deux... Puis, de l'autre côté, bien là, on avait une demande d'autorisation pour de l'exploitation minière. L'exploration minière. Exploitation, c'est beaucoup plus lourd. Exploitation, c'est beaucoup plus lourd. On n'est pas rendu là. Donc, au niveau de l'exploration, et ça nous a amené justement à réfléchir, là, à se dire, est-ce que, bien là, justement, ce double discours-là, ce qu'on voulait lever, c'est que les ministères se parlent. Parce que là, le décret sur le caribou nous amenait à cibler, dans le fond, là, un secteur
pour protéger le caribou. Puis là, ce qu'on voyait dans ce qui allait être adopté, c'était d'avoir des massifs de conservation, des zones où est-ce qu'il y avait de la réhabilitation pour le caribou. Et les enjeux qui étaient soulevés, c'est que la création du chemin forestier, dans le fond, là, depuis quelques années, on réhabilite, on ferme des chemins forestiers pour réhabiliter l'habitat du caribou. Alors là, c'est ce double discours-là. À notre sens, à nous, une industrie minière, pour se rendre sur le terrain, il faut créer des chemins. Donc, si on crée des chemins, on détériore l'habitat. Je comprends que la MRC a juridiction sur son plan d'aménagement, sur ce que font les villes, mais si le gouvernement du Québec décide qu'on va de l'avant, lui, quel est le pouvoir de la MRC par rapport au gouvernement, je dirais, supérieur, ou en tout cas par rapport au gouvernement qui peut adopter des lois puis décider d'y aller? C'est quoi votre pouvoir dans ces cas-là, notamment pour Forest Hill? Là? Si vous décidez, si la région décide qu'on n'en veut pas, est-ce que le gouvernement peut aller de l'avant quand même? Bien, exactement. Tout est là-dedans, justement. Notre pouvoir, on le voit, là, notre pouvoir est limité quand même parce que dans la démarche présentement, il y a un avis qui a été demandé à la MRC, il y a un avis qui a été demandé à la municipalité de Saint-Urbain, à la MRC de Charlevoix-Est également. Et malgré ces avis-là, on voit que les autorisations ont été données. Bon, c'est sûr que là, présentement, la première forme d'exploration qui sera faite sur les terres privées du séminaire. On va aller chercher des carottes pour voir s'il y a du potentiel. Sur le séminaire. Sur des terres privées. Sur les terres privées. Nous le claim qui est visé sur le TNO, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il ne sera pas encore exploré prochainement. Mais il y a quand même une autorisation qui a été donnée. Donc, ça lève quand même des questionnements à ce niveau-là. Et donc, c'est pour ça que j'en reviens à dire, bon, ben, on est quand même limité là, au niveau de la MRC. Il y a beaucoup de politique, je pense, là-dedans à aller faire, là, parce qu'en parallèle, il y a un projet de loi sur les mines qui s'en vient aussi. Oui. Donc, il y a tout ça. Là. Il y a un ensemble de choses à prendre en considération. Vous avez droit de parole, mais en ce qui a trait au pouvoir qu'on vous concède, c'est pas clair. Est-ce que c'est la même chose dans le dossier du développement éolien? Est-ce que le gouvernement est arrivé en disant « Voici le parc éolien que l'on veut faire en partie sur les terres du séminaire dans Charlevoix et la MRC doit le prendre tel quel ». Est-ce que vous avez eu à intervenir ou est-ce qu'il y a des avis qui ont été donnés sur le parc éolien? Bien, c'est sûr que tout ce qui concerne les terres du séminaire, c'est une terre privée. Donc, nous, au niveau de la MRC, on n'a pas juridiction sur ces terres-là. Mais pourtant, on vous propose d'avoir des redevances du parc. Oui, bien, ça va être surtout... oui, il va y avoir des redevances, exactement. À ce niveau-là, bien, c'est sûr qu'il y a eu des pourparlers. Puis il y a une direction, si on veut, au niveau du développement durable, les parcs éoliens. Il y a au niveau de la MRC, il y a tout l'enjeu de l'acceptabilité sociale et là aussi, excusez, l'acceptabilité sociale. Oui, c'est pas facile. La misère. Donc, puis il y aura des consultations publiques. Là, au niveau de ça, il y a quand même une démarche qui est là. Il y a le BAP qui va être là aussi au niveau de l'environnement. Ces questionnements ont été posés en cours de... Mais ça demeure que ça va se faire sur des terres privées. Oui. Et ça demeure que la MRC va recevoir des redevances d'une terre privée? Pouvez-vous m'expliquer un peu? Bien, c'est tout le territoire. Au niveau de la MRC, nous, dans le futur projet qui est là, la MRC ne recevra pas de redevances. Là. Ça va être, il y aura une possibilité d'investissement qui va être là, mais il n'y aura pas de redevances. On parlait de 2,8 millions éventuellement par année que vous pourriez recevoir pour le parc. Ouais, c'est ce qu'on nous dit aux consultations. Oui, bien là, c'est ça. Au niveau des chiffres, là, je ne peux pas avancer exactement, là, mais c'est peut-être pour l'ensemble du parc là, au complet, parce qu'il y a trois. Il y a la MRC de Charlevoix, il y a Côte-de-Beaupré et il y a Jacques-Cartier aussi, exactement. Donc, il y a cette division-là, dépendamment de la concentration des éoliennes. Mais il y a aussi eu, comme je disais, une réflexion. Justement, l'enjeu du caribou a été soulevé. Il y a des éoliennes qui ont été déplacées en fonction du territoire. Ce qu'on comprend, c'est que vous prenez part à la discussion, mais vous êtes un partenaire parmi tant d'autres. C'est ce qu'on comprend dans l'aménagement de certains aspects de notre territoire. Exactement. D'autres éléments d'aménagement sont peut-être un peu moins... discuter, et je ne dis pas discutable, mais bien discuter. Parmi les choses qui sont également discutées, on parle du sentier de la Rive, présentement, qui relierait par le chemin du chemin de fer, qui relierait Baie-Saint-Paul à Saint-Joseph-de-la-Rive. La MRC a quelle position par rapport à ce projet-là qui va être déposé et présenté là, dans les prochaines semaines aux citoyens? Vous vous placez où là-dedans? Bien, au niveau de la MRC, dans le fond, nous, on a été comme des facilitateurs dans la mise en place de ce projet-là avant que l'OBNL soit constitué, avant que tout le groupe soit constitué. Donc, nous, notre rôle... Depuis le début, vous êtes un facilitateur. C'est notre rôle là-dedans. Et là...
de plus en plus, l'organisation est autonome dans ses démarches. Mais c'est sûr que du côté de la MRC, moi, je pense que c'est un beau projet au niveau récréo-touristique qui va permettre quelque chose d'unique au Québec. Là, et qui devrait voir le jour dans les prochaines années, selon vous? Bien oui, au cours des prochaines années, selon les démarches. Là, et justement, aujourd'hui, le communiqué est sorti. Il va y avoir des consultations publiques aussi en fin octobre là, pour les éboulements et Baie-Saint-Paul, pour que les citoyens puissent faire connaître les enjeux qu'ils voient dans ce dossier-là. Une autre nouvelle qui est arrivée cette semaine, il y a maintenant un parcours route verte qui est homologué sur le territoire. Pouvez-vous nous le présenter un peu? Oui. Bien, c'est dans le cadre du prolongement de la route verte, qui est partout au présenté Québec par le ministère des Transports, exactement. Puis là, bien, qui va permettre dans Charlevoix de relier là, à partir de Québec, là, dans le fond, qui se rendait jusqu'à Saint-Tite-des-Caps. Donc, il va parcourir Baie-Saint-Paul, va passer à l'intérieur des terres par le Saint-Placide. OK. Et ensuite, qui va... c'est un peu difficile à expliquer comme ça, mais qui va revenir dans Baie-Saint-Paul pour retourner passer par Saint-Urbain et aller longer la route des montagnes qui est déjà existante là, jusqu'à Notre-Dame-des-Monts, Saint-Aimé. Ensuite, là, je n'ai pas tout le parcours dans Charlevoix-Est, mais qui va aller jusqu'à Saint-Simeon. Et entre Petite-Rivière et Baie-Saint-Paul, c'est sur la 138 que le corridor va être aménagé? Entre Petite-Rivière et Baie-Saint-Paul, non. Dans le fond, il y a une partie sur la 138. Et quand on arrive à Petite-Rivière, à la hauteur de l'entrée pour aller à Saint-Placide, c'est là, la route verte va bifurquer vers la route Saint-Placide pour revenir descendre par la côte de Pérou. Puis ensuite rentrer dans le centre-ville de Baie-Saint-Paul, emprunter le chemin Saint-Laurent, Laurent-Saint-Laurent, et ensuite aller jusqu'au Cap-Martin, Saint-Urbain et reprendre Saint-Jean-Baptiste pour remonter à l'arrière-pays par la route des montagnes. Pensiez-vous, au moment de devenir préfet, que la question de l'aménagement du territoire et de ce qu'on veut faire chez nous allait être si importante? Bien, j'avais une bonne idée, mais sincèrement, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments là, qui sont justement reliés à ça. On a beaucoup de réflexions à faire. Je pense qu'on a eu par le passé, puis il faut tenir compte des décisions qu'on a prises par le passé pour mieux prendre des décisions du futur, quand on parle de tourisme durable et tout ça. Donc, oui, on n'en a pas parlé. Il y a les cartes des zones inondables qui sont revisitées également. Il y a toutes sortes de choses. À n'en pas douter, c'est un dossier qui va revenir souvent à la table des maires de la MRC. Assurément, parce que l'aménagement du territoire va être de plus en plus présent. Là, justement, je nommais l'acceptabilité sociale, mais ça va être à ce niveau-là aussi. On a ces enjeux-là à prendre en considération, puis s'assurer que c'est en concordance avec ce que les gens désirent, les gens veulent. On parlait des zones forestières, on a l'Arpan, justement, la MRC, quand on a fait le RCI, on a engagé la firme Arpan, on a fait une consultation publique, donc c'est ces consultations-là qui vont nous aider à prendre des décisions là, pour l'aménagement du schéma pour les zones forestières là, qui sont touchées. Merci beaucoup d'avoir fait le point du dossier avec nous. Ça fait plaisir. La municipalité de Petite-Rivière-Saint-François lance en grande pompe le chantier du chalet-musée Gabriel-Roy qui devrait accueillir des artistes en résidence et des visiteurs à partir de l'année 2026. L'établissement permettra d'honorer l'une des grandes dames de la littérature franco-canadienne qui a séjourné pendant plus de 2 décennies dans la région. C'était son lieu de création. Ce que j'ai pu lire et comprendre, c'était vraiment le lieu d'inspiration de Mme Roy où elle aurait rédigé la majorité de ses romans. Elle venait passer ses étés ici, là. Elle venait passer pendant 22 ans. Je l'avais, en tout cas, elle a passé de 1960. Elle a acquis le chalet un peu avant, mais commençait à passer ses étés, d'après ce que j'ai lu, jusqu'à 82. Probablement pas tous ses étés. J'imagine qu'il y a eu d'autres activités, mais pendant 22 ans, quand même, c'était ici où, essentiellement, elle venait se recueillir et avoir aussi, je pense, elle avait des amitiés sur le terrain autour ici. Mais c'était essentiellement son lieu de création durant l'été. L'intérieur du musée a été pensé par le Musée de Charlevoix pour se remémorer la vie de Gabriel Roy. C'est sûr qu'il faut comprendre que c'est un petit chalet. Bien, c'est un chalet. Et ce qu'on vient rechercher ici, c'est vraiment un lieu d'inspiration. Donc, il n'y aura pas de transformation majeure dans le lieu, dans la partie habitable du chalet.
c'est revoir aussi, c'est de revoir où est-ce qu'elle accueillait les gens, où est-ce qu'elle écrivait, parce que c'est quelqu'un qui était apparemment très structuré. Ça aussi, c'est selon ce que j'ai lu, qui avait quand même, le matin, elle écrivait, ensuite, il y avait ses sorties en campagne. Donc, son lieu de création, le lieu où elle recevait, et on va mettre en valeur tous les romans, tout ce qu'elle a, les photos avec ses amis, dont René Richard, et sa dactylo, l'endroit où elle travaillait, sa chambre à coucher, des choses intimes quand même, et aussi du matériel que je ne connais pas en ce moment, mais que détient le musée de Charlevoix, qui a déjà fait quand même une exposition sur Madame Roy il y a quelques années. Je ne connais pas la date exacte, mais donc il y a du matériel qui est au musée de Charlevoix. Le parcours muséal rendra également hommage à l'œuvre littéraire de l'écrivaine manitobaine. Dans le concept développé par le musée, les pièces vont être associées à 1 ou 2 romans. C'est Ces enfants de ma vie, La petite poule d'eau, Bonheur d'occasion, les lieux qui vont essayer de retracer, de mettre plus en valeur certaines étapes de la vie de Madame Roy. Et dans le chalet, il y a quand même une partie, parce qu'au moins on a la chance d'avoir une partie qui est le garage, qui est vraiment pas agréable aujourd'hui, pas du tout, mais qui nous permet de faire une transformation pour pouvoir faire une petite zone de visionnement, une mini-boutique, un lien avec le parc extérieur, le parc cet été qui chantait. Donc la partie garage va être la partie qu'on va pouvoir transformer, et aussi pour faire une entrée accueillante, parce qu'en ce moment, on arrive sur le terrain, on cherche l'entrée, mais l'entrée sera plus du tout l'entrée actuelle. Donc, ça va être dans le garage qu'on va transformer ça pour accueillir les gens. Et une petite salle de visionnement, on va pouvoir aussi, entre autres, visionner les entrevues ethnologiques qu'on a produites, dont on a produit une première étape, et on va faire une suivante là, cet été. Donc, où c'est des gens on va capturer, je vous dirais, la mémoire vivante des gens qui ont côtoyé, qui ont connu Madame Roy. Un parc interprétatif extérieur intitulé « Cet été qui chantait » sera également aménagé autour du chalet-musée. Un architecte de Lamalbaie a été approché pour la conception de ce projet. Mon défi, ça a été de savoir comment, à un moment donné, on aborde un projet de ce type-là, parce que c'était dans un univers privé. Et plus comme ce que j'ai l'habitude de faire dans certains projets où c'est du public. Et justement, avec le fait qu'on envisage que ça soit aussi une résidence artistique qui va accueillir des artistes qui vont être présents, et jumeler la visite avec quelqu'un qui va venir créer, il y avait un double défi. Il fallait garder un certain sentiment d'intimité. Exactement. Et en plus de ça, il fallait aussi conserver, pour moi, le projet que Gabrielle Roy elle avait quand elle venait créer ici l'été. C'est qu'elle venait s'extirper du monde urbain, de toutes les mondanités, puisqu'elle était quand même déjà connue. Et puis, donc il fallait qu'elle se retrouve dans un univers où elle était tranquille pour pouvoir créer et puis inspirer. Donc le lieu est inspirant, parce qu'il y a le paysage, parce qu'il y a les gens aussi de Petite-Rivière-Saint-François avec qui elle a lié pendant ces 30 années où elle a passé ici des amitiés fortes. Elle était liée avec le lieu, mais aussi avec les gens. Et puis les choses étaient imbriquées les unes aux autres. Et c'est ça que j'ai voulu travailler et être respectueux de ça. Et c'est pour ça que dans le projet de développement, au niveau du concept, j'ai voulu être respectueux. Et comment on pouvait être respectueux en faisant un aménagement, c'est de ne pas créer quelque chose qui soit trop proche du chalet et qui soit, qui laisse le visiteur en périphérie. On ne peut pas faire une forme de voyeurisme. Exactement. Oui, on invite les gens à la connaître, mais à être encore respectueux, comme si elle était encore là en train de créer. C'était ça l'idée. Le lieu extérieur sera également porteur d'une mission artistique. Il y a aussi l'idée de dire à un moment donné, cette artiste-là, c'était une écrivaine, et puis ça passe par le récit. Et on sait bien que le Québec, c'est
C'est un pays de récits et on a voulu créer un espace aussi où on allait pouvoir s'exprimer, où des conteurs allaient pouvoir venir raconter des histoires. Donc d'où l'idée de faire un amphithéâtre dans un élément naturel où les choses au niveau de l'espace, de la configuration, se prêtent au jeu. Ce sera un petit agora en quelque sorte. Exactement, mais en plus de ça, on ne le voit pas bien là, mais il y a comme un petit dénivelé. On va venir installer des bancs de façon très naturel. Et puis, écoutez, l'arrière-plan pour pouvoir venir raconter des histoires ici, c'est fantastique. Ce sont plus de 500 000 $ qui seront investis dans le projet qui devrait être inauguré d'ici l'été 2026. La municipalité de Petite-Rivière-Saint-François va bientôt vibrer au rythme des festivités de l'Anguille. C'est une fin de semaine de festivités qui se déroulera du 14 au 16 novembre 2024. On rencontre aujourd'hui le directeur général de la municipalité, M. Stéphane Simard, qui nous en glisse quelques mots. Alors Stéphane, au mois de novembre arrivent les festivités de l'Anguille. Une fin de semaine de festivités ici à Petite-Rivière-Saint-François. En quoi ça consiste? Bien, les festivités de l'Anguille, dans le fond, on en est à leur 49e anniversaire cette année, donc 49e édition. C'est une fin de semaine où on organise des activités pour l'ensemble de la famille qui se concluent par le fameux souper des festivités de l'Anguille où on sert, entre autres, de l'anguille cuite de manière traditionnelle. Pourquoi est-ce qu'on décide de servir de l'anguille? Bien, c'est un peu pour souligner le côté historique de la pêche à l'anguille à Petite-Rivière-Saint-François. Pendant plusieurs années, avec l'exploitation forestière, ça a été deux des grands piliers du développement économique de Petite-Rivière-Saint-François. Et même si aujourd'hui, la pêche à l'anguille se fait de plus en plus rare là, du côté nord du fleuve, bien, ça reste que c'est dans les gènes ou dans l'histoire de la municipalité. Donc, de se rappeler un peu comment c'était dans ces années-là et aussi pour les plus jeunes, de découvrir ce produit et de la manière qui était apprêtée souvent par leurs grands-parents. Est-ce qu'il y a des aînés qui attendent cette festivité-là pour justement redécouvrir des plats de l'anguille à chaque année qui démontrent une frénésie en quelque sorte? Oui, bien, à chaque année, le souper des festivités de l'anguille, c'est une activité qui est très courue. Oui. On vend le maximum de billets à tous les ans et il y a des gens qui viennent. Il y a toujours d'autres mets qui sont servis, mais il y a des gens qui viennent pour l'anguille, surtout qu'elle est servie de manière traditionnelle avec la sauce à la mie de pain, cuite, bouillie et cuite au four. Donc, il y a des gens qui viennent se rappeler leur goût de jeunesse, là, si je peux dire. Qui concocte ça? Qui cuisine cette anguille-là aujourd'hui? Dans le fond, on a la chance d'avoir une de nos employées, Geneviève Bouchard, qui s'occupe de la cuisson selon la recette traditionnelle de sa grand-mère. Donc, ça prend pratiquement toute la journée. Il y a différentes étapes et ça donne un produit qui rappelle bien des souvenirs à la population. Il y a d'autres activités aussi qui sont organisées durant le week-end. On passe entre autres à un bingo. Oui, le bingo des festivités de l'anguille, comme à chaque année, se tiendra le jeudi, le 14 novembre. Donc, lors de cette soirée, il y aura plus de 2000 $ en prix, dont un grand prix de 1000 $. Donc, la soirée débute à 19 h et vers 21 h, le tout se termine. Et ça a lieu dans la grande salle municipale à Petite-Rivière-Saint-François. Un rallye aussi le samedi? Oui, une nouvelle activité cette année. On a décidé d'ajouter une activité pour la famille. Donc, un rallye sous le thème d'une enquête policière qui se tiendra le samedi après-midi. Donc, les gens sont appelés à faire des équipes de 4 personnes et ils vont être amenés à se promener sur tout le territoire de Petite-Rivière-Saint-François pour résoudre une enquête policière. Est-ce que ça ne permet pas aussi à des gens de l'extérieur de venir découvrir Petite-Rivière-Saint-François ou c'est vraiment pour les locaux? Bien, je vous dirais que tout le monde est bienvenu. Par contre, on ne se cachera pas qu'il y a beaucoup de gens de Petite-Rivière-Saint-François et de Charlevoix, là, de la MRC Charlevoix, qui participent. Par contre, quand on fait des activités comme le bingo, on voit des gens d'un petit peu partout là, qui sont amateurs du jeu. Et on vend des tables. Des fois, il y a des gens locaux qui invitent des gens de l'extérieur aussi à participer au souper ou au rallye. Donc, c'est un beau moment là, pour regrouper les familles et les amis.
On est au mois de novembre pour ces festivités-là. C'est un peu un entre-saison. Il ne se passe plus grand-chose. Pas juste ici à Petite-Rivière, mais un peu partout au Québec. C'est pas un moment de rassemblement, de sociabilité un peu? Oui, exactement. Ça nous donne une belle fin de semaine dans un moment qui est peut-être des fois un petit peu plus tranquille. Les vacances d'été sont terminées, les vacances des fêtes n'ont pas encore eu lieu. Donc, ça permet aux gens d'avoir une activité durant la fin de semaine, de se rencontrer, de socialiser dans un mois où les journées commencent un petit peu plus courtes. Donc, la fin de semaine du 14-15 novembre, ça nous permet de se revoir et de se donner un peu d'énergie pour terminer l'automne. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les activités que j'ai pas parlé, on n'a pas mentionné? Si vous voulez Oui, regarder bien, on n'a pas parlé, dans le fond, de la soirée du vendredi soir, parce que cette année, ça sera le jeudi le 14, vendredi le 15 et samedi le 16 novembre. Et cette année, le 15 novembre, on a mis une autre activité pour toute la famille. C'est Romain l'hypnotiseur. Oui. C'est un professionnel là, qui fait plus d'une centaine de spectacles par année et qui fait beaucoup de spectacles dans les écoles. Donc, on invite les gens à venir participer. Ça va se faire sous le couvert de l'humour et du respect. Donc, c'est très, très bon enfant dans un espace style cabaret un peu, là, et toujours dans les limites de tous et chacun. Des fois, les gens ont peur un peu ou une petite réticence par rapport à ça, mais on vous invite à venir voir à quoi ça peut ressembler un spectacle d'humour fait par un professionnel dans le respect et toujours en privilégiant là, une approche conviviale. Conviviale, là, exactement. Donc, le spectacle de Romain l'hypnotiseur va débuter à 20h le vendredi 15 novembre et les gens sont attendus à partir de 19h à la salle municipale. Merci Stéphane, ça fait le tour. Merci de l'invitation.